de régime de vérité que revendique le journalisme, c'est celui des faits. Donc il a un petit peu quelque chose à voir avec le positivisme. Quelque chose qui est affirmé par les journalistes, normalement c'est quelque chose qui a été vérifié. Dans le positivisme, pour vérifier, pour valider, disons, une proposition, il y a la première ouverture qui est la vérification par la preuve. On fait une expérience qui démontre que c'est bien de ça qu'il s'agit. Et l'expérience doit être reproductible, c'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir la refaire et démontrer que c'est bien ça. Tout le scientisme est basé là-dessus. Il y a un deuxième régime de vérité, entre guillemets, qui est la validation par la communauté scientifique. Si je suis le seul scientifique dans mon coin à dire « j'ai réalisé cette expérience et j'ai trouvé ça » et que les confrères ne sont pas du même avis, ce n'est pas une vérité scientifique. Il y a quelque chose comme ça dans le journalisme. Parce que, d'une part, en théorie, on ne doit pas publier une information sans l'avoir vérifiée, sans s'être assuré de la fiabilité des sources, sans l'avoir vérifiée, et la méthode de vérification d'une information, c'est le croisement des sources. C'est-à-dire qu'une information qui vient d'une source A, on doit la croiser, la vérifier à partir d'une source B, et je dis bien d'une source B, c'est-à-dire une source différente. Si j'ai une information qui vient du ministère de l'Intérieur et que je veux la valider avec quelqu'un d'autre du ministère de l'Intérieur, je n'ai rien validé du tout, puisque c'est la même source. Pour croiser, je dois la croiser avec une autre source. Sauf que l'autre régime de vérité, qui en général n'est pas reconnu par les journalistes, celui de la communauté, il fonctionne à fond. C'est-à-dire que je tiens pour vrai quelque chose qui est tenu pour vrai par les autres journalistes. Et du coup, il suffit qu'il y ait une pomme pourrie dans le panier et tout le monde va croquer dedans. Parce que s'il y a une information fausse qui est dans le circuit, à partir du moment où elle est sur un support qu'on considère comme un support journalistique, les confrères vont la reprendre sans avoir fait ce qu'ils auraient dû, c'est-à-dire la vérifier, la croiser. Ça, c'est une première dérive. On crée comme ça des espèces de, entre guillemets, fausses vérités. Tout le monde l'a dit, donc ça devient vrai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la différence entre la théorie et la pratique? Je dirais, pour moi, le premier problème, c'est celui de la circularité de l'information. C'est-à-dire le fait qu'elle est reprise en boucle, et de plus en plus, parce que le monde médiatique a été complètement bouleversé. Donc, une information circule à très grande vitesse. Et elle est donc reprise en boucle par tous les médias. Et le régime de validité le plus fort aujourd'hui, on sent bien que ce soit le buzz. Il suffit que quelque chose fasse du buzz pour qu'on considère que le simple fait de faire du buzz, c'est déjà une information. Sans qu'on sache ce qu'il y a derrière. Le deuxième problème qui est arrivé à ce régime de vérité, c'est l'accélération du temps. Pour pouvoir vérifier une information, il faut du temps. Pour pouvoir la valider, il faut du temps. Or, ça a déjà été le cas avec les médias audiovisuels qui vont beaucoup plus vite que l'écrit. Ça a déjà posé un très gros problème à l'écrit. Ça, qu'une information puisse sortir avant que le journal papier ait le temps de sortir. Mais avec l'Internet, c'est encore pire. Quand un journal, on va dire, digne de ce nom, prend le temps de vérifier une information, ben, il rate le scoop, parce que quelqu'un d'autre va la sortir avant lui. Or, sur l'Internet, c'est très grave. C'est très grave parce que, vu le fonctionnement de l'Internet et vu le fonctionnement des moteurs de recherche, et Google, qui est quand même le dieu là pour le coup, si je suis le premier à sortir une information, je vais forcément être positionné en premier dans les moteurs de recherche. Et celui qui aura pris le temps de la vérifier, il va arriver en queue de peloton. Une fois que tout le monde aura déjà repris l'information, il n'arrivera pas à se faire sa place. C'est lui qui aura sans doute l'information la plus fiable, peut-être une information qui dira ce qui circule actuellement est faux. Eh bien, il n'aura pas à la placer, parce que le champ sera déjà noyé par l'information qui aura circulé. Ça, c'est un gros problème, cette accélération du temps. Deuxième gros problème, vous l'avez un peu évoqué, c'est celui de la précarisation du métier et des médias. Précarisation des médias parce que les médias, par exemple de presse écrite, ne survivent qu'appuyés sur des groupes importants qui acceptent de perdre de l'argent. Ces groupes, malheureusement, ne sont pas des groupes médiatiques,
mais ils sont des groupes industriels. Beaucoup d'entre eux sont, si on prend Lagardère par exemple, ils font l'essentiel, ou Bouygues, ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec des commandes de l'État. Ils se réclament du libéralisme et de la libre entreprise, mais ils font l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec de l'argent public. Et c'est à eux que sont adossés l'essentiel des médias. Donc là, on a un vrai problème par rapport aux médias d'indépendance. Un média qui serait indépendant, qui chercherait à vivre de sa propre activité, c'est quasiment impossible. C'est devenu très difficile. Ce lien de dépendance est une problématique. La précarité des gens qui travaillent pour les médias est encore plus grave. Parce qu'il y a 3 statuts possibles, on va dire, dans la presse. Le premier statut, c'est d'être salarié d'un média. C'est un statut qui est très réglementé, très protégé. En théorie, un journaliste a pas seulement le droit, mais le devoir de s'opposer à des pressions extérieures, mais même à des pressions internes. En théorie, son directeur de la rédaction, son rédacteur en chef, ne peut pas lui imposer une façon de traiter l'actualité à partir du moment où lui a fait son travail, il a vérifié ce qui s'est passé. C'est ça. Et il peut donc faire jouer sa clause de conscience et refuser d'exécuter un ordre. Il peut même démissionner si on fait pression sur lui. Et quand il démissionne, il est considéré non pas comme démissionnaire, mais comme étant licencié, il part avec toutes ses indemnités. C'est la seule profession dans laquelle il y a ça. Il est donc très protégé. Sauf que ceux qui sont protégés comme ça sont de plus en plus rares. Et il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur le statut de pigiste. Pigiste, c'est un salarié qui est payé à la tâche. Donc il n'y a pas de statut dans l'entreprise. En théorie, il fonctionne de la même manière. En théorie, à partir du moment où un article est commandé, il doit être payé. Sauf que rien n'oblige évidemment à être publié. Mais, dans la réalité, si on refuse à un pigiste un premier article puis un deuxième, ben on lui donnera tout simplement plus de travail. Donc lui a un lien de dépendance. Il n'est plus dans une relation employeur-employé avec un employé très protégé par son statut, il est dans une relation client-fournisseur. Et si mon fournisseur, si mon client, si mon fournisseur ne satisfait pas les clients, voilà, tout simplement, j'aurai plus de travail. Et il y a un statut encore plus précaire que ça, qui normalement est réservé à des gens qui ont un autre travail et qui font du journalisme comme ça en complément, c'est le statut de correspondant de presse. Le statut de correspondant de presse, il est payé, on va dire quasiment en droit d'auteur. Il n'a pas de chômage, il n'a pas, déjà le pigiste, enfin si le pigiste a du chômage, il n'a pas de cotisation sociale, il a une précarité totale, il n'est pas protégé. Au cas où on ne donne plus de travail à un pigiste, par exemple, il est considéré comme licencié, donc il peut toucher des indemnités. Correspondant de presse, c'est rien du tout. Évidemment, c'est un statut qui se développe parce que souvent, les journalistes, quand ils commencent dans le métier, on commence par leur proposer un statut de correspondant de presse. C'est parfaitement illégal, mais on pense qu'on va bien nous donner. Ça, c'est effectivement un problème énorme, c'est que de plus en plus, les journalistes ne sont pas en situation de pouvoir dire non. Et ceux qui le sont, qui sont dans des statuts protégés, on va dire journalistes de service public par exemple, ils devraient être les plus remuants, et ce n'est pas ce qu'on peut observer. C'est ni les plus remuants, ni les plus audacieux, parce qu'ils rentrent dans une machine qui fonctionne comme une administration, ça ronronne beaucoup. Autre problème qui est nouveau, c'est la concurrence qui se fait à partir du net. Le monde médiatique a été complètement bouleversé. L'Internet n'est pas un 6e média, l'Internet c'est le média des médias, qui est non seulement déjà le média dominant, mais qui est en train de bouffer tous les autres, c'est-à-dire d'obliger tous les autres à se reconfigurer en fonction de lui. On savait répondre à cette question. Qu'est-ce que la vérité de l'information? Malgré toutes les critiques qu'on pouvait faire des médias, on savait y répondre il y a encore 10 ou 15 ans, on ne sait plus aujourd'hui. Il faudrait complètement la reposer autrement. Reposer la question de qu'est-ce que c'est que la vérité de l'information et reposer la question de comment on fabrique une information vraie. Ça ne peut plus être selon les méthodes d'autrefois. Parce qu'elles sont trop longues, parce qu'elles sont court-circuitées. Je veux dire, le faux court plus vite que le vrai.